Il était une fois. C'est bon incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Jean Tourmente et le gros caillou de la Croix-Rousse. Dans un temps bien lointain, que certains situent au milieu du XVIIIe siècle, vivait sur les collines de Lyon un homme appelé Jean Tourmente. Jean était satisfait de la vie qu'il menait. Il était, selon ses critères, un homme qui avait réussi, et c'est avec une fierté teintée d'orgueil qu'il exerçait son métier d'huissier, bien que le surnom de pousse-cul donné aux gens de son corps de métier ne lui plaise guère. Il était entièrement dévoué à sa mission, qu'il exécutait de façon impartiale et implacable, ce qui faisait de lui un homme respecté dans le métier et craint par la population lyonnaise. Quelques semaines plus tôt, un propriétaire avait traîné devant la justice un locataire en retard dans le paiement de son loyer. Ce matin, l'heure était à l'exécution de la décision des tribunaux. Jean quitta donc son bureau de la rue Mercière, dans le quartier des Cordeliers, en direction du quartier de la Croix-Rousse afin d'aller déloger le mauvais payeur. Il arriva au pied de la colline, non loin du clos Champavert, à l'angle de la rue Vauzel et du boulevard de l'Empereur, qui devait par la suite devenir le boulevard de la Croix-Rousse. Là, il trouva le propriétaire qui ne l'avait pas attendu pour commencer à vider l'appartement de tout ce qu'il s'y trouvait. L'homme qui avait été jusque-là le locataire regardait le propriétaire diriger ses hommes dans l'exécution de leur travail. Il était désespéré de se voir ainsi mis à la rue pour ces quelques jours de retard, lui qui avait toujours été sérieux dans son métier de tisseur de soie et à l'heure pour le paiement de son loyer. Le pauvre Canu, comme étaient appelés les gens de son métier, observait impuissant ses maigres biens s'amonceler sur le pavé. À ses côtés, sa femme, sa canuse, enceinte, pleurait toutes les larmes de son corps et tentait vainement de calmer son pauvre enfant, son gaune, qui tremblait de peur, agrippé à son jupon. Jean s'adressa au pauvre Canu avec mépris. « Vous avez jusqu'à 6 heures pour débarrasser la chaussée de vos affaires. » Le Canu, désespéré, tenta d'en appeler à la clémence de l'huissier. « Monsieur, soyez indulgent, je vous en prie. Comment allons-nous trouver un autre appartement, et en si peu de temps, avec ma fénote enceinte ?» Les voisins silencieux regardaient la scène sans oser intervenir. Mais à cet instant, un passant, jusqu'alors resté immobile, s'avança et interpella Jean Tourmente. « Tu n'as donc pas de cœur pour importuner de telle manière ce pauvre Canu? Laisse-leur donc un peu de répit tant que sa femme retourne au travail. » Jean répliqua, prenant la foule à partie. « Mais de quoi vous mêlez-vous donc? Je suis mandaté par le tribunal et j'ai tout pouvoir pour déloger ces mauvais payeurs. Les raisons de leur situation ne me préoccupent guère. » À ces mots, l'inconnu se redressa, jeta son manteau limé à terre et une lumière l'auréola soudain. Le passant n'était autre que Dieu en personne. Il faut dire qu'en ce temps-là, Dieu avait l'habitude de descendre sur terre afin d'observer les hommes et leur donner de petites leçons d'humanité afin de les rendre moins méchants les uns envers les autres. Quand il avait aperçu Jean Tourmente malmenant le pauvre Canu et sa famille, il n'avait pu s'empêcher d'intervenir. Dieu proclama: « Puisqu'il en est ainsi, et que je constate que tu as un caillou en lieu et place de ton cœur, tu devras désormais le pousser devant toi, où que tu ailles. Tu ne pourras t'en défaire que lorsque tu auras trouvé un autre homme, aussi charripe que toi, aussi répugnant, et qui trouve plaisir à empoisonner la vie des gens au mépris de la charité. Mais méfie-toi de trop chercher, car ton cœur de pierre grossira à mesure que tu le rouleras, afin que tu puisses saisir le poids de tes décisions. » Jean était comme pétrifié devant l'apparition divine. Incrédule, il ne comprenait pas bien où Dieu voulait en venir. De quel cœur de pierre voulait-il parler? À cet instant précis, il sentit un objet froid glisser entre sa peau et sa chemise. L'objet tomba à terre et roula à ses pieds. Il découvrit avec stupeur une pierre, pas plus grosse qu'un œuf de pigeon, en forme de cœur. Son cœur. Humilié, Jean Tourmente voulut partir et laisser là ce poids dont il n'avait que faire. Mais comme guidé par une force extérieure, il ne put faire autrement que de se mettre à chasser la pierre devant lui. Jean quitta la rue de Vauzel et parcourut le boulevard de l'Empereur en direction des quais de Saône sous le regard des passants interloqués. Il parcourut la montée des Esses et il remarqua que le caillou avait déjà grossi, atteignant la taille d'un œuf de poule. Il continua jusqu'au quai de Serein par le pont. Là, il commença à regarder frénétiquement les visages des personnes qu'il croisait, à la recherche d'un air mauvais, trahissant une mauvaise personne. Le cœur de pierre avait désormais la taille d'un œuf de cane. Imperceptiblement, chaque rotation le voyait grossir encore. Il poursuivit à travers le quartier de Vèze et commença à descendre les quais de Saône. Mais sur son chemin, il ne croisait que d'honnêtes citoyens qui le regardaient avec curiosité cheminer à la manière d'un enfant jouant à la balle. Jean avait finalement bien compris la leçon que Dieu voulait lui donner. Cependant, il s'en amusait presque, persuadé que la tâche lui serait facile de trouver quelqu'un d'aussi méchant et impitoyable que lui. Mais ce qu'il semblait oublier, c'est qu'il est bien plus facile d'avoir un regard biaisé sur ses propres affaires et sur son propre comportement que sur celui du voisin. En y regardant bien, serait-il vraiment si simple de se débarrasser de son fardeau? Poussant le caillou à coups de pied, il suivit ainsi le quai jusqu'au pont de la Feuillée. Là, notre huissier vit au loin le bâtiment du palais de justice.
Parmi la foule des avocats, des jugés, des magistrats, entre faux témoins et vrais coupables, voilà qui serait un terrain favorable pour dénicher des personnes malveillantes. Mais il traversa l'esplanade sans que le caillou, qui avait désormais la taille d'une pomme, ne s'arrête. Continuant de pousser son cœur de pierre, il dépassa le pont du palais et atteint le quartier Saint-Jean. Là se trouvait l'évêché, avec ses chanoines, ses vicaires, ses curés et ses jésuites. Jean supposa que le lieu devait bien avoir son lot de mauvais prêcheurs. Et pourtant le caillou ne ralentit même pas, continuant de grossir et se rapprochant à présent de la taille d'un melon. Jean, malgré ses échecs, ne perdait pas espoir. Il poursuivit sa quête à travers le quartier Saint-Georges, puis il traversa la presqu'île au niveau de Perrache et franchit le pont du Midi. Il poussa jusqu'à la caserne militaire de la Vitriolerie, espérant bien trouver parmi les généraux, les caporals, les sergents, les capitaines et même les adjudants quelqu'un de plus mauvais que lui. Mais il faut croire que les huissiers étaient toujours plus mauvais que les militaires, car Jean poussait toujours la pierre, et le caillou, qui avait à présent la taille d'une courge, roulait sans s'arrêter. Il revint quelque peu sur ses pas et commença de remonter les quais du Rhône. À mesure qu'il marchait, il commença à douter et à avoir peur. Tandis que son cœur de pierre se faisait de plus en plus lourd à mouvoir, il repensait à ses mauvaises actions et à son implacabilité. Il reprit espoir à la hauteur du pont Lafayette. En effet, juste de l'autre côté du pont se trouvait la bourse, avec ses spéculateurs, ses menteurs et ses magouilleurs. Parmi tous ces filous qui ne cherchaient qu'à tromper les bonnes gens, à leur voler leurs maigres économies et à multiplier les affaires douteuses, il devait bien y en avoir d'aussi mauvais que lui. Il traversa le pont, mais il eut beau passer et repasser dans la bourse à de nombreuses reprises, le caillou ne s'arrêta pas pour autant. Jean revint vers le quai de l'hôpital. Il avançait avec difficulté, roulant le caillou comme il pouvait, car sa taille atteignait maintenant celle d'une sans-pote, ce type de tonnelet d'une contenance d'un peu plus d'1 litre. Il parvint non sans mal au niveau du pont Morand et bifurqua vers la place Tolosan. Là, il fit une pause. Il était au pied du quartier de la Fabrique. Il prit le temps de visualiser tous les marchands de soie, tous les négociants et les soyeux qui font travailler 12 heures d'affilée les pauvres canuts comme celui-là même qu'il avait délogé quelques heures plus tôt. Il n'oubliait pas non plus les tisseurs, sans scrupules, ces piqueurs d'onces qui volaient quelques grammes de fil des écheveaux de soie, les flottes qui leur étaient confiées. Il songea aussi à tous ces filous de teinturiers qui, après avoir réalisé la teinture d'un ballot de soie, prélevaient allègrement 5% des écheveaux venant directement du moulin, levant la flotte comme il disait avec ironie. Le caillou toujours dans ses pieds, il pensait à tout ce petit monde et guettait dans le visage des passants le moindre signe de malveillance et dans les mouvements du caillou le moindre tremblement pouvant indiquer un possible arrêt. À croire que personne, pas même le pire des soyeux, ne valait le pire des pouscus. Et la pierre grossissait encore. Elle était maintenant de la taille d'une grande barrique de vin de 220 litres environ, celle qui est appelée Bareille. Il parvint au niveau du pont Saint-Clair. La colline de la Croix-Rousse se dressait à présent devant lui. Il entreprit de gravir la montée Banafou, aussi raide que la montée des Chazeaux de la colline de Fourvière. Jean, les muscles douloureux, soufflait comme un bœuf et transpirait à grosses gouttes. À bout de force et titubant de fatigue après avoir passé plus de 6 heures à pousser son cœur de pierre, il repensait à son châtiment divin et perdait espoir de jamais rencontrer quelqu'un qui le débarrasserait de son fardeau. Il se traîna en haut des escaliers de la Monterreille, hissant son caillou qui était désormais aussi gros que le dôme de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux au-dessus du quai Saint-Vincent. Jean voulut donner une dernière impulsion au caillou afin de le stabiliser en haut de la côte, mais celui-ci résista et s'immobilisa. Notre homme tenta de pousser encore le caillou avec les dernières forces qui lui restaient, mais celui-ci ne bougeait plus. Jean se redressa. Il sentait qu'un poids s'était envolé. Interloqué, il regarda autour de lui. Au loin, parmi les braves canuts qui vaquaient à leurs occupations, il aperçut Benoît Troncy, le régisseur d'immeubles de la rue Tupin, qui descendait du plateau de la Croix-Rousse en direction du quartier des Cordeliers. Mais bien sûr, c'était lui qui avait permis l'arrêt du caillou, avec sa façon de gérer ses immeubles avec injustice, attribuant les appartements selon son envie, jetant dehors les locataires du jour au lendemain, demandant des loyers bien au-delà de la valeur réelle des logements et laissant les travaux prendre du retard dans les habitations insalubres. Jean réfléchit quelques secondes et se dit que pour trouver pire qu'un huissier, il suffisait finalement de croiser un régisseur. Il se félicita de cette conclusion, regarda l'énorme caillou, et comme si rien de tout cela ne s'était passé, prit tranquillement le chemin de la rue de Vozelle afin de vérifier que le canut mauvais payeur avait bien quitté l'appartement. Dieu tout là-haut secoua la tête. Sa leçon n'avait pas servi comme il l'aurait souhaité. Tout compte fait, les hommes sont comme ils sont. À quoi bon venir sur terre et perdre son temps s'il n'y a rien à changer? C'est donc depuis ce temps-là que Dieu ne descend plus si souvent sur terre. Le caillou, quant à lui, est resté sur les pentes de la Croix-Rousse. Lourd symbole des mauvais comportements humains et témoin massif de l'histoire de Jean Tourmente et de son cœur de pierre.